Bonjour à toutes et à tous. Alors, demander à un universitaire de réaliser une intervention de quelques minutes pour démarrer cet après-midi, c'est un pari ambitieux. Fait par les organisateurs de cette conférence, je tiens donc à les remercier et à vous remercier en espérant que le pari donnera au bout du compte relativement satisfaction. Alors, pour introduire cette conférence départementale de l'environnement intitulée L'accessibilité du et en Finistère, je vais tenir, en tout cas tenter de tenir un propos clair et audible qui va résumer assez rapidement et appliquer au territoire finistérien 10 années de réflexion sur ces questions de mobilité. Donc comprenez-le bien, ce propos n'est qu'une invitation à la réflexion, un instantané, relativement incomplet comme toujours et relativement critiquable aussi. Alors deux temps vont structurer cette présentation. Alors premièrement, je m'intéresserai au lien entre accessibilité et développement économique, avec une attention à l'évolution de l'accessibilité du Finistère. Ensuite, je m'intéresserai à l'accessibilité en Finistère et ses ressorts. Cette organisation pourrait laisser à penser que les enjeux environnementaux de la mobilité, qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer, sont éludés de cette présentation. Alors ce n'est pas tout à fait le cas, et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte. Alors, dans un premier temps, quels sont les liens entre infrastructure, déplacement et croissance économique? À première vue, ces liens sont assez clairs. Il existe une corrélation entre la croissance de la richesse matérielle des sociétés, l'amélioration des performances des systèmes de déplacement et la croissance de la mobilité. Autrement dit, plus on bouge, plus on est collectivement riche. Néanmoins, et les économistes ont fait ce constat depuis bien longtemps, cette relation n'est ni linéaire ni causale. Elle s'inscrit toujours dans un contexte territorial singulier et une dimension temporelle. Bref, cette affaire-là, c'est un peu comme l'affaire de la poule et de l'œuf. On ne sait pas trop qui est-ce qui arrive en premier, la poule ou l'œuf, et ici, on ne sait pas trop si c'est l'infrastructure de transport qui arrive en premier ou la croissance économique. Croissance économique qui ne relate que des échanges, finalement. Et le fait que cette relation s'inscrive toujours dans un contexte territorial et temporel singulier doit amener les territoires, et notamment ici, les territoires, donc l'Ouest breton, à projeter une stratégie de développement territorial pour organiser au mieux les échanges et les infrastructures qui les supportent. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les territoires s'inscrivent dans un contexte qui est le leur, du point de vue de l'accessibilité notamment. On a toujours des avantages et des désavantages de première nature. Et le nom de Finistère indique, du point de vue de la mobilité et de l'accès notamment à Paris par exemple, un des avantages de première nature. C'est là où se finit la Terre, c'est une péninsule excentrée. Alors, une fois ces quelques rappels, quelles sont les évolutions de l'accessibilité du Finistère? Alors je remonte dans le temps long, c'est un peu un de mes défauts, j'aime bien l'histoire. Et je réduis ici, assez volontairement, l'accessibilité du Finistère à des gains de temps. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Et depuis 1840, qu'est-ce que l'on voit? C'est que le temps de trajet entre Paris et Brest, mais aussi Paris et Quimper, a été réduit. Il a été diminué par plus de 10. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en 1840, on venait à Brest ou à Quimper en malle-poste, et c'était relativement long. Et les derniers gains assez importants en matière d'accessibilité du Finistère, ils datent non pas de l'ouverture de la ligne à grande vitesse jusqu'à Rennes l'été dernier, mais ils datent de 1989, ce qui peut paraître assez étonnant. Et en fait, à cette période-là, l'exploitation commerciale du TGV exigeait l'électrification des lignes nord et sud qui menaient jusqu'à Brest et à Quimper. Donc vous avez là une photo d'inauguration à Brest en 1989. Alors ça, c'est ce qui s'est passé. Que va-t-il se passer ensuite? Du point de vue ferroviaire, il faut être quand même relativement clair et il ne faut pas s'attendre, à mon sens, mais je pense qu'aujourd'hui, on aura l'occasion de l'aborder, à une amélioration de ces gains de temps sur ces parcours, Paris-Brest, Paris-Quimper, dans les décennies à venir. Ça me semble très improbable qu'une ligne à grande vitesse puisse être financée, en tout cas par l'État, vu les trajectoires de financement qui sont prévues pour les infrastructures de transport.
D'autant plus que même une fois l'infrastructure financée, hein, la viabilité économique de ces tronçons, elle n'est pas forcément assurée. Et il ne faut pas oublier que le réseau de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest a été la première à être nationalisée au début du XXe siècle, pour des questions de rentabilité économique. Donc, on pourra en discuter, mais si les gains d'accessibilité du Finistère ne résident pas dans le ferroviaire, ils pourraient résider peut-être du côté de la multiplication des lignes aériennes, notamment pour des relations vers la province ou des destinations européennes, pour lesquelles le ferroviaire n'est clairement pas un mode de déplacement pertinent pour des déplacements courts ou professionnels depuis ou vers l'Ouest breton. Cette question des liaisons aériennes pose néanmoins quelques questions environnementales. L'aviation est en effet un secteur en pleine croissance, le seul secteur des transports qui bénéficie d'une croissance à 2 chiffres depuis plus de 10 ans maintenant, et pour les 10 prochaines années très certainement, et dont les émissions de gaz à effet de serre et leurs effets sur le temps long notamment posent question. Donc des gains de vitesse sont possibles pour rendre le Finistère plus accessible. Ils résident plutôt dans l'aérien. Mais on peut aussi miser sur d'autres choses. Et il en sera aussi question aujourd'hui. On peut notamment, pour certains déplacements, et c'est ce que l'on observe pour les déplacements professionnels, il est possible de substituer une mobilité numérique à une mobilité physique. Et il est possible, et monsieur le maire le rappelait tout à l'heure, hein, il est possible de miser sur des modes lents, mais qui offre une accessibilité plus importante. À l'image un petit peu de ce que fait le téléphérique à Brest, qui offre une très bonne accessibilité au plateau des Capucins, mais qui a un mode relativement lent, 10 km/h. Par exemple, ce mode lent qui pourrait rendre accessible Paris peut être le train de nuit. Voyager la nuit, c'est pas inintéressant non plus. Donc, au-delà de la façon d'accrocher l'Ouest breton à des dynamiques nationales et internationales de développement, se pose la question de l'accessibilité en Finistère, dans l'Ouest breton. Le fonctionnement métropolitain de ce territoire est relativement singulier. Il s'organise sur des relations de villes moyennes, sur des relations de moyenne distance entre des polarités complémentaires, qui constituent un maillage dense de villes moyennes, extrêmement bien reliées par une infrastructure ferroviaire. Mais au-delà de ces considérations ferroviaires, il faut être quand même relativement clair. L'exceptionnelle amélioration des conditions de mobilité dans l'extrême pointe bretonne est redevable du Célib et de son plan routier breton. Et l'amélioration des conditions de vie des Finistériens doit beaucoup, comme partout ailleurs en France depuis plus de 50 ans maintenant, au développement de l'automobilisme. Et en ces temps où la nécessaire et indispensable préservation de l'environnement produit un consensus parfois assourdissant, il ne faut pas oublier cela. L'automobile est aujourd'hui le mode dominant de déplacement quotidien des Finistériens et l'avenir de la mobilité dans le Finistère. Il semble largement impensable de faire autrement, sans limiter violemment l'accessibilité en Finistère. Alors, cette remarque-là, de dire que l'automobile, c'est l'avenir, peut sembler dommageable sur le plan environnemental. Mais il y a là une réalité qui risque de durer quelques décennies, si ce n'est plus, et qu'il faut bien prendre en compte, et qu'il ne faut pas occulter par un simple refoulement de la voiture. Alors, on pourrait rêver de s'en passer de la voiture, ce serait un idéal très sympathique, mais ça ne sera pas le cas avant bien longtemps, et peut-être ça ne sera le cas jamais. Donc on peut rêver d'un retour au réseau des chemins de fer bretons, ce réseau métrique qui rendait accessible un grand nombre de bourgs et de villes, mais il ne semble pas, là encore, que la stratégie d'investissement dans les infrastructures le permette, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Le réseau ferroviaire joue un rôle de maillage entre des villes moyennes et il n'ira certainement pas plus loin. Alors comment faire face à cette voiture particulière omniprésente? Alors on peut rêver de se passer de la voiture, mais il faut bien comprendre qu'il y a différents éléments qui permettraient de s'en passer. Le premier, c'est le report modal. Alors le report modal, il faut bien comprendre que c'est seulement une partie des distances parcourues qui peuvent être reportées. Et j'insiste bien sur le terme de distance parcourue, puisque c'est le seul indicateur à partir duquel on peut évaluer les effets environnementaux de la mobilité, et notamment de la mobilité quotidienne. Le report modal, c'est, on va dire, grosso modo et à la louche, je le dis 2 fois au cas où, c'est 4 à 5% des distances parcourues. Et ça, sans tenir compte des investissements nécessaires.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire que les gains sont marginaux, mais dans ce type de démarche, il faut aussi parfois se contenter de gains marginaux. Il faut déployer des efforts pour les atteindre, mais il faut savoir ce que l'on peut atteindre, c'est-à-dire quelque chose de relativement marginal. Alors on pourrait penser au progrès technique, qui a été la source principale de stabilité des émissions de gaz à effet de serre de la voiture particulière depuis les années 90, à travers la diminution des consommations unitaires des véhicules. Mais, sauf à faire le pari et à imposer des normes aux constructeurs visant à alléger les véhicules, ces gains vont être de plus en plus marginaux à l'avenir. Et ils vont toucher à leur fin à l'horizon 2030-2040. Donc, mis à part si on réduit le poids des véhicules, on n'ira pas beaucoup plus loin avec le progrès technique. Alors, il reste le prix. Il ne reste pas que le prix, on le verra. Et le prix de la mobilité automobile, qui a fait la une et qui fait la une encore de l'actualité ces derniers temps, il faut bien comprendre que même à 6 € le litre d'essence, la voiture offre une accessibilité au territoire qui est plus étendue qu'aucun autre mode de déplacement. On y est collectivement dépendant. Et le prix ne peut donc être qu'un signal, appelant les usagers à modifier leurs pratiques en partageant plus fréquemment leur véhicule, par exemple. Ce qui permet en fait de faire de la voiture, l'avenir, qui est l'avenir de la mobilité, de faire de la voiture un transport collectif. Ce que la voiture a bien souvent été, l'est encore parfois, quand on amène nos enfants à l'école, quand on covoiture sur de courtes distances, quand on ramène des courses pour un voisin, c'est du transport collectif ou de la livraison à domicile que l'on fait. Et des initiatives en ce sens se multiplient. Donc j'en viens à ma conclusion. Améliorer ou préserver l'accessibilité du et en Finistère est indispensable. Mais la mobilité, ce n'est pas qu'une question de transport. C'est aussi, et peut-être avant tout, une question d'aménagement de l'espace et du territoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que le terme d'accessibilité indique, et c'est ce qui me semble intéressant dans l'intitulé de cette... Bon, ce n'est pas la seule chose, soyons clairs, mais ça me semble intéressant d'avoir pris ce terme d'accessibilité, parce que ce terme indique qu'il faut prêter de l'attention à la distribution spatiale des services nécessaires au développement métropolitain de l'Ouest breton, dans un contexte où il est possible que l'arrivée du TGV à Rennes draine certains segments de l'activité économique vers l'est de la région. Donc quel avenir et quelle spécificité pour les fonctions métropolitaines de ce territoire de l'Ouest breton, universités, CHRU, centres de recherche et autres services métropolitains qui participent en quelque sorte à accrocher l'Ouest breton à des dynamiques de croissance économique nationale et internationale. Et il faut dans le même temps prêter de l'attention à la distribution spatiale des services nécessaires à la conduite d'une vie normale, d'une vie quotidienne, dans un contexte où les coûts des déplacements quotidiens ont tendance à croître et devraient croître, et qui sont ces coûts ressentis comme une contrainte budgétaire de plus en plus forte par les ménages. On le voit ces derniers temps. Et finalement, à mon sens, et je partage là de ce point de vue, on partage avec certains collègues ce point de vue, l'aménagement de l'espace y joue un rôle relativement marginal dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il peut, par contre, jouer un rôle extrêmement intéressant pour favoriser l'acceptabilité sociale de cette transition environnementale et écologique. Pourquoi ? En veillant à limiter les inégalités sociales et territoriales. Et donc, se préoccuper de l'accessibilité est, à mon sens, se préoccuper de ces dynamiques sociales et territoriales, à l'échelle régionale, départementale et parfois urbaine. Et c'est bien lors de la construction d'une stratégie territoriale, singulière et partagée de développement dont cette journée est l'occasion de discuter. Et donc, merci aux organisateurs pour cet après-midi et d'organiser ce dialogue et ces échanges entre les acteurs qui font le territoire. Merci beaucoup Martin Clos. Alors, je vais